La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Il est une maladie dont on a beaucoup parlé au cours des âges, depuis très longtemps, depuis la plus haute antiquité. Il reste par exemple des tablettes d'argile datées de 6 siècles avant notre ère, attestant de son étude en Mésopotamie. C'est une maladie assez impressionnante, dans la mesure où elle nous fait changer de couleur, à commencer par le blanc des yeux, puis éventuellement la peau. Vous l'avez compris, il s'agit de la jaunisse, encore appelée ictère. C'est une maladie liée au foie, à la bile, qui est due à un surplus dans l'organisme d'une molécule appelée bilirubine. Alors d'où vient cette molécule? Pourquoi et comment se met-elle à s'accumuler dans notre corps? Nous verrons qu'il y a au départ une histoire de globules rouges et que tout cela est surprenant et passionnant. J'ai aujourd'hui avec moi pour nous parler de cette maladie, de son histoire, de ses raisons et de ses traitements, le professeur Jean-Pierre Vinel, spécialiste des maladies digestives à la faculté de médecine de Toulouse. Jean-Pierre Vinel a fait ses études de médecine à Toulouse, puis il est parti en contrat post-doctoral à la prestigieuse université de Yale, dans le Connecticut, aux États-Unis, pendant 2 ans. Il est ensuite devenu hépato-gastro-entérologue à la faculté de médecine de Purpan. Il a été directeur du service, puis doyen de la faculté de médecine, puis président de l'université Paul Sabatier de Toulouse de 2016 à 2019. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Sylvie. Jean-Pierre, nous allons parler de cette maladie, de ses causes, de ses traitements. Mais auparavant, j'aimerais que tu nous racontes ce qu'on sait de l'histoire de la jaunisse, depuis l'Antiquité la plus lointaine. Il y a des anecdotes savoureuses dans la manière dont les gens réagissaient à la coloration jaune des malades. Les traces écrites les plus anciennes que nous ayons datent d'environ 600 ans avant Jésus-Christ sur des tablettes cunéiformes trouvées dans l'ancienne bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, qu'on appelle plutôt en France Sardanapale. Et il y a plusieurs centaines de tablettes qui étaient consacrées à la médecine, dont certaines spécifiquement à la jaunisse, qui est décrite avec des traitements et, dans certaines conditions, le pronostic. Ce qui est intéressant, c'est que la jaunisse, à l'époque, s'appelait en acadien Ahadzu. Et Ahadzu, c'est un démon, en fait. Donc, c'est bien la filiation qu'il y a, à cette époque, de l'idée entre une maladie et la manifestation de pouvoirs surnaturels qui viennent punir le malade ou sa famille. Et les traitements, quant à eux, étaient essentiellement des exorcismes, des incantations, des prières. Et puis aussi, on utilisait des végétaux, on utilisait des minéraux et on utilisait des animaux, selon la théorie que c'est le semblable qui peut traiter le symptôme ou la maladie, et donc de préférence de couleur jaune. Et un des plus curieux était de poser sur le malade ou à proximité immédiate un oiseau jaune qu'il devait regarder, et c'était supposé guérir la jaunisse que l'oiseau attrapait à la place. Il y a beaucoup des oiseaux jaunes, c'est des canaris. Les canaris, il y a le loriot aussi qui a pas mal de jaunisse. C'était pas enfin nécessairement entièrement jaune. Et alors les calculs biliaires, parce qu'en fait c'est la jaunisse, ça vient, on en reparlera peut-être dans une autre émission parce que c'est un peu long à expliquer, mais cette jaunisse vient d'une molécule qui est un pigment en fait, un pigment jaune, quelque chose qui colore les tissus, hein, c'est ça, qui est la bilirubine et qui vient du foie. Et alors les calculs biliaires, parce que c'est aussi lié éventuellement au calcul, et quand est-ce que ça a été découvert ça, les calculs biliaires? On les connaît aussi depuis assez longtemps parce que, par exemple, sur des momies égyptiennes, on a trouvé des calculs biliaires. Les descriptions anatomiques plus précises datent plutôt du XVIe siècle, mais ce qui est assez frappant, c'est que le symptôme lié à la présence de calculs dans le canal d'élimination de la bile, le canal cholédoque, ce qu'on appelle la colique hépatique, a été décrit dès le 1er siècle après Jésus-Christ, par Cels. Et il a fallu attendre 16 siècles pour qu'un chirurgien qui s'appelle Glisson, qui a décrit aussi la capsule du foie, fasse le lien entre cette douleur-là et la présence de calculs. La cause de la douleur était totalement méconnue, alors même qu'on savait qu'existaient des calculs.
Et alors cette jaunisse, en fait, elle se décline de diverses manières. Donc d'abord on appelle ça aussi ictère, c'est la même chose, ictère et jaunisse, ça veut dire la même chose. Et les hépatites alors? Au sens littéral, hépatite, ça veut dire inflammation du foie. Mais c'est un terme qu'on réserve en réalité maintenant à un certain nombre de maladies, dont ces maladies virales. De façon très basique, en gros, toutes les maladies du foie et des voies biliaires, plus quelques maladies de voisinage, sont susceptibles de donner une jaunisse. Donc c'est un symptôme qui a des causes extrêmement nombreuses potentiellement. Il y en a qui sont beaucoup plus fréquentes que d'autres. Le calcul biliaire est probablement la cause la plus fréquente chez la femme en Europe. La cirrhose est probablement la cause la plus fréquente chez l'homme en Europe. Les hépatites sont une des maladies qui peuvent donner la jaunisse. Et il y a plusieurs types d'hépatites. Pour prendre un exemple, on a beaucoup parlé de la fièvre Ebola qui a donné des épidémies en Afrique. C'est une forme d'hépatite en réalité. La fièvre jaune, c'est une forme d'hépatite. Mais ce qu'on appelle plus couramment en Europe les hépatites correspondent à des maladies liées à quelques virus à qui on a donné des noms de lettres. Il y a le virus de l'hépatite A, l'hépatite B, C, D et E. On a été là pour l'instant, il n'est pas exclu qu'on en découvre d'autres dans les années qui viennent. Et l'hépatite se définit comme une destruction des cellules du foie, les hépatocytes, et une inflammation du foie. Et c'est ça qui donne la maladie qui se manifeste par de la jaunisse, mais pas toujours, qui se manifeste par une fatigue très très intense et qui, avec certains virus, guérit toujours et sans séquelles, et avec d'autres virus, peut passer à la chronicité, c'est-à-dire perdure au-delà de 6 mois et peut conduire à l'apparition d'une cirrhose, voire un cancer du foie. Mais toutes les hépatites sont virales? Il y a des maladies qui donnent des hépatites, mais qui ne sont pas d'origine virale. Par exemple, la spirokétose, la leptospirose, qui est une maladie liée à une bactérie qui est transmise essentiellement par l'urine de rat, donc qui touche les égoutiers, qui touche les éboueurs, qui touche les cantonniers, etc. Donne de la jaunisse, de la fièvre, et qu'il y ait une bactérie et pas un virus. Et alors elles sont contagieuses? J'ai vu une histoire de contagion dans les armées, en particulier pendant la guerre de sécession. Alors ça, ce sont les hépatites de transmission féco-orale, c'est-à-dire par l'eau contaminée en fait, des problèmes d'hygiène qui peuvent donner effectivement de grandes épidémies qui ont été décrites en particulier pendant les guerres napoléoniennes, la guerre franco-prusse en 1870, la guerre de sécession aux États-Unis, où des milliers de soldats ont été contaminés. Le contingent américain au Vietnam a aussi payé un tribut assez lourd à cette hépatite. Alors, les hépatites qui se transmettent de cette façon sont liées à 2 virus différents. L'hépatite A, pour lequel il existe un vaccin maintenant qui est recommandé pour les voyageurs en pays tropicaux, pays de forte endémie. Il y a un vaccin, mais une fois qu'on l'a, ça ne se soigne pas, c'est ça? Non, mais sauf exception, ça guérit tout seul et sans séquelles. Le seul problème, c'est que ça dure quand même 3-4 semaines pendant lesquelles on est vraiment très très fatigué. Et donc si on peut éviter ça, c'est aussi bien. Alors, il y a 40 ans, à peu près 80% des jeunes Français étaient immunisés spontanément contre l'hépatite A, l'avaient attrapé pendant l'enfance et c'était passé inaperçu parce que plus ces maladies interviennent chez des sujets jeunes, moins elles sont symptomatiques. À la fin du XXe siècle, le taux de contamination des jeunes n'était plus que de 20% en France. Et probablement à l'heure actuelle est inférieur à 10%. Donc il vaut mieux se vacciner si on va dans des pays de forte endémie parce que le risque est quand même important d'attraper ce type d'hépatite. Donc ça c'est pour l'hépatite A. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une autre hépatite de contamination féco-orale également, qui est l'hépatite E, qui a été découverte parce qu'une fois qu'on a su typer le virus de l'hépatite A, on a pu voir qu'il y avait des épidémies du même type, mais qui n'étaient pas liées à ce virus. Et ça a conduit à la découverte du virus de l'hépatite E, qui a donné des épidémies considérables jusqu'à 30 000 personnes en Inde, après la communication d'un égout avec un réseau d'eau potable. Il y a eu plusieurs épidémies de ce type. Le contingent russe en Afghanistan a eu au total, je crois, 650 000 militaires, quelque chose comme ça. Il y en a eu 150 000 qui ont eu une jaunisse épidémique qui n'était pas liée au virus de l'hépatite A ni au virus de l'hépatite B. Et ça a conduit à découvrir ce virus de l'hépatite E, qui est très particulier, parce que pour les autres virus des hépatites, il n'y a pas de réservoir en dehors de l'humain, ce qui veut dire que si on vaccine toute la population, on doit pouvoir éradiquer les maladies.
Alors que le virus de l'hépatite E est une zoonose, c'est-à-dire que c'est une maladie d'origine animale, et que l'on se contamine en consommant des viandes elles-mêmes porteuses du virus et pas tout à fait assez cuites. Et c'est le cas, par exemple, on sait que peuvent être porteurs du virus le sanglier, le porc, le lapin, le chevreuil, le cerf, des gibiers. Et le taux de contamination est relativement élevé, y compris dans des pays comme la France, où chez les donneurs de sang, du moins en Occitanie, où il semble y avoir une prévalence particulièrement importante, près de 50% des donneurs de sang ont des anticorps contre le virus de l'hépatite E. Alors c'est une hépatite qui souvent passe inaperçue et guérit spontanément comme la A. Mais sa particularité est de pouvoir donner des formes graves chez la femme enceinte. Et là, on a des formes qui peuvent être extrêmement graves, jusqu'à 10 à 20% des cas. Et grave pour le fœtus ? Pour les deux. Ah. Et les autres alors, B, C, D ? Alors le D est très particulier parce que c'est un parasite, c'est un virus parasite du B. Donc on ne peut avoir l'hépatite D que si on a l'hépatite B. Ça a été décrit en Italie. Il y a une prévalence assez importante dans le sud de l'Italie, mais c'est assez rare en France. Ça se voit presque exclusivement chez les toxicomanes. Le B et le C posent comme problème de pouvoir donner des hépatites chroniques. Alors chez le B, avec le virus de l'hépatite B, c'est à peu près 10% des cas chez l'adulte, mais 90% chez les nourrissons, ce qui pose un gros problème dans les pays de forte prévalence, parce que pratiquement tous les nourrissons sont contaminés et restent porteurs de la maladie tout au long de leur vie. Et donc sont une source eux-mêmes de contamination, ce qui pérennise l'état d'endémicité important. L'hépatite C, en revanche, c'est à peu près 80% de formes chroniques. La forme aiguë passe le plus souvent inaperçue et le diagnostic est fait devant persistance de troubles biologiques en particulier, c'est le taux des transaminases dans le sang qui est augmenté et peut conduire à des cirrhoses et des cancers du foie. Et là, il y a un traitement de l'hépatite C. On a des traitements maintenant. Pour l'hépatite B, on dispose d'un vaccin. Et c'est très important parce que l'hépatite B, le virus de l'hépatite B est susceptible de donner des cancers du foie. C'est une des causes essentielles de cancer du foie dans le monde. Et donc on dispose d'un vaccin contre le cancer du foie. C'était le premier vaccin anticancéreux. L'hépatite C, on sait la traiter actuellement et même c'est la seule maladie virale chronique que l'on sait guérir. Actuellement, avec les combinaisons d'antiviraux, on arrive à 90% de guérison après 6 mois de traitement. La limite du traitement, c'est son coût, c'est 8 000 € par mois. Mais ça vaut la peine compte tenu de la gravité potentielle de la maladie. Mais maintenant, on l'a guéri, oui. Eh ben, on est loin de l'époque où on regardait des oiseaux jaunes pour se guérir. Et on va revenir sur le sujet la semaine prochaine parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Moi, j'ai envie de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe avec la bilirubine et puis les traitements actuels et les causes aussi des calculs biliaires. On a encore beaucoup à dire. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Merci Jean-Pierre. Avec plaisir.